dans le ventre silencieux de l'Odyssée, la seule chose qui résonnait plus fort que le bourdonnement des machines était le silence de la culpabilité des Laravance. Je fixais le plafond de mes quartiers, les yeux ouverts sur l'obscurité réglementaire. Le spectre de Jacques se tenait au pied du lit, uniforme carbonisé, regard accusateur. Il ne parlait jamais, il n'avait pas besoin de le faire. Sa présence même était un verdict. Le cycle sonore indiqua l'heure du quart. Le fantôme s'effaça, comme à chaque fois, laissant derrière lui un froid qui ne venait pas du recyclage d'air. Je m'enveloppais dans l'uniforme, ajustant chaque pli jusqu'à ce que le tissu soit une armure sans faille. La cicatrice sur ma pommette gauche picotait, souvenir physique d'un éclat d'écran. Je la sentais à chaque mensonge que je me répétais. Dans le couloir stérile, éclairé par la lueur bleutée des bandeaux lumineux, mes pas étaient les seuls à troubler le ronronnement des systèmes de support de J. Je passais devant le sein menant à la salle des caissons. Je ne m'arrêtais pas. Regarder à travers le hublot, c'était risquer de voir autre chose que des données vitales. C'était risquer de voir des visages qui n'existaient pas encore et de se demander lequel je sacrifierais cette fois. Le fantôme réapparut brièvement, marchant à mes côtés. Sa main droite, la peau fondue et ressoudée à la combinaison, effleura presque la paroi. Je serrai les dents. Le protocole, le manuel, l'article 14, section 3. Un commandant doit maintenir une distance opérationnelle avec les éléments de cargaison biologique. Il n'avait pas prévu de section pour les frères morts. La porte du pont s'ouvrit devant moi sur un murmure d'hydraulique. L'équipe de quart se figea dans un silence respectueux. Je sentis leur regard sur ma nuque, pesant chaque geste, attendant un signe de faiblesse. J'expirais lentement. L'image de Jacques se dissipa une dernière fois, noyée dans la lumière froide des écrans tactiles. Je laissai le poids de l'autorité descendre sur mes épaules, un manteau de plomb parfaitement ajusté. La commandante Vance était de service. Je m'installai dans le fauteuil de commandement. La console principale s'alluma sous mes doigts. Elle affichait une cartographie lisse, un champ de débris nommé Proxima Vortex peint en vert sécurisé sur nos écrans. C'était un mensonge. Je le savais. Et pour la première fois depuis longtemps, je choisis de croire le mensonge. Sur le pont baigné de lueur bleutée, chaque écran reflétait non pas les étoiles, mais le manuel de procédure qu'Elara serrait dans son esprit. État des systèmes, commandant Rennes. Ma voix était un calque parfait de celle du manuel, section 82, ton de commandement neutre. Kael pivota lentement sur son siège, ses mains larges posées sur ses genoux. Il ignora l'écran devant lui. À la lettre, comme toujours, le champ de débris est stable, trop stable peut-être. Je sentis le défi dans son silence suivant. Il attendait que je demande pourquoi. Je ne le fis pas. Le protocole ne prévoyait aucune requête pour des intuitions non sollicitées. Maintenez la trajectoire précalculée, dis-je en fixant la cartographie. Le vert sécurisé me brûlait les yeux. Une alerte de navigation clignota mineure. Un nuage de microparticules sur la route. Le manuel, section 18.7, prescrivait une correction de trajectoire de 3 degrés. Je propose une manœuvre d'évitement plus large, lança Kael sans attendre mon ordre. Ses doigts planaient déjà au-dessus des commandes manuelles. Ces cartes sont obsolètes. Ce champ est un cadavre qui bouge encore. La correction standard est suffisante. Les mots sortirent froids et précis. 3 degrés, pas plus. La procédure était éprouvée. Elle était sûre. Elle ne laissait aucune place à un jugement erroné. Il souffla, un son court et dur. À vos ordres, commandante. L'Odyssée s'inclina avec une douceur mécanique. Sur les écrans, notre route se décala de 3 degrés exactement. Une victoire minuscule et creuse. Puis le signal de détresse éclata sur le moniteur principal. Une fréquence standard terrienne. Un point de vie clignotant au cœur du vortex dans une zone cartographiée comme vide. Le code identifiait un transport de saut léger, le faucon gris, vaisseau civil, le sang se glaça dans mes veines. Le manuel n'avait pas de section pour ça, pas pour un vaisseau fantôme surgissant d'une tombe spatiale. Kael se leva, son fauteuil raclant le pont. Un piège. Ce n'était pas une question. Nous ne pouvons pas en être certains. Le protocole de sauvetage, section 44, défilait derrière mes paupières. Obligation d'assistance pour tout signal de détresse vérifié. Nous le pouvons. Ses yeux, d'un gris plus sombre que le mien, me transperçaient. Cette signature énergétique, elle est trop propre, trop parfaite, c'est un appât. Il désigna l'écran de navigation. Pour nous y amener, il faut quitter notre couloir sécurisé, nous exposer. Le poids de l'uniforme devint insupportable. Je sentis le regard de Jacques sur ma nuque, son fantôme silencieux attendant, lui aussi. J'avais suivi le protocole avec lui, jusqu'au bout. Analyse complète du signal, ordonnai-je, ma voix un peu trop haute. Confirmer l'origine avant toute manœuvre. Kael serra les poings. Les cicatrices sur ses mains blanchirent. Le temps de l'analyse, nous serons dessus. La seule manœuvre sûre est de verrouiller les boucliers et de passer en force. De laisser ce qui est dans ce champ. Laisser, abandonner, comme j'avais abandonné. Le signal clignotait, implorant. Une anomalie dans le verre mensonger. Et le regard de Kael croisa le mien, chargé d'un pragmatisme glacial qui exigeait un choix, le protocole ou la survie.
Procédure 14 alpha. Récupération de vaisseaux en détresse. La voix d'Elara était un métronome, chaque mot un clou planté dans le cercueil de ses doutes. La main du technicien resta suspendue au-dessus du panneau de contrôle. Tous les regards du pont étaient braqués sur moi, pesant comme des scaphandres. Kael ne bougeait pas, statue de désapprobation. Je voyais le battement de sa carotide sous la peau de son cou. Analyse terminée, commandante. La voix du technicien était étroite. Le signal correspond à un transpondeur de classe Arca, modèle obsolète, mais plausible. Aucune trace de vie organique à bord, aucune signature d'arme. Plausible. Le mot tourna dans ma tête, creux. C'est tout, grommela Kael. Pas de scan structurel des débris environnants, pas d'historique des émissions. Vous nous donnez un signal propre sur un plateau d'argent, depuis un champ de ruines. Le technicien baissa les yeux. Les débris brouillent les scanners longue portée. Pour une analyse approfondie, il faudrait un drone de reconnaissance. Temps estimé, 12 minutes. Le signal clignotait. Une respiration électronique dans le silence. Mon frère m'avait regardé avec cette même attente silencieuse sur l'écran de communication avant que la ligne devienne bruyante de statique. J'avais attendu, moi aussi. J'avais suivi le manuel. Le manuel ne prévoyait pas d'instinct. Envoyez l'équipe de récupération alpha. La phrase sortit d'elle-même, mécanique. Protocole de quarantaine de niveau 3. Tractage à distance uniquement. Aucun abordage. Kael ferma les yeux une seconde, trop longue. Quand il les rouvrit, ils étaient de pierre. Il tourna le dos et se posta devant le moniteur principal, les bras croisés sur sa large poitrine. Un rejet. Sur l'écran latéral, la séquence s'enclencha. La porte du hangar principal s'ouvrit, avalant le noir. Le grappin magnétique du Charlibde, notre remorqueur, se détacha comme un tentacule d'acier. Il se faufilait entre les débris, guidé par le point vert pulsant. La silhouette difforme de la navette apparut, une coque cabossée aux couleurs écaillées de l'Exode. Le grappin s'accrocha avec un clunk sourd transmis par les capteurs. Accrochage confirmé, début du tractage. Le Charibde reculait lentement, la carcasse en remorque. Elle franchit le seuil du hangar. Les portes commençaient à se refermer. C'est alors que je la visse. Une lueur, pas sur la navette. Sur le flanc d'un vieux réservoir de carburant, gros comme une frégate, qui dérivait à 50 mètres de notre poupe. Une lueur rouge synchronisée avec le clignotement de notre signal de détresse. Le manuel n'avait pas de protocole pour ça. Bouclier avant au maximum, hurla Kael, devançant mon ordre de quelques millisecondes. La lumière rouge devint un soleil. L'écran principal devint blanc, puis noir, et le premier cri résonna dans l'interphone, alors que l'Odyssée tremblait comme un animal blessé. Les alarmes hurlantes étaient devenues le cœur de son échec. Chaque lumière clignotante, un rappel du visage de Jax. La gravité artificielle clignota, nous laissant en apesanteur pendant 3 secondes interminables avant de revenir avec un gémissement des moteurs. Je m'étais agrippé à mon fauteuil de commandement, les jointures blanches. L'odeur âcre du plastique brûlé et de l'ozone mordait l'air recyclé. Rapport. Ma voix était plus rauque que je ne l'aurais voulu. Kael répondit le premier, tapant frénétiquement sur son panneau. Bouclier avant à 40%. Coque section 7B, brèche section 7B, brèche scellée par les portes étanches automatiques. Le hangar 3 est une perte totale. Des cris, des ordres hurlés, le crépitement des communications internes noyait le pont. Un officier plus jeune vomissait discrètement dans un sac de secours, son visage verdâtre. Les systèmes vitaux, stables, pour l'instant. Kael se tourna vers moi, son crâne luisant de sueur. Mais les réacteurs principaux sont hors ligne. Nous dérivons. Nous sommes une cible assise, Elara. Il n'utilisait pas mon titre. Un choix délibéré. Le fantôme de Jacques se tenait derrière son épaule, silencieux, son regard muet un reproche plus éloquent qu'un cri. Le panneau de communication crépita. La voix du docteur Linkorvus était un fil ténu de calme. « Commandante, le système de préservation biomécanique signale une instabilité. Les caissons embryonnaires sont sur alimentation de secours. La durée estimée est de 20 minutes avant les premières défaillances critiques. » Le froid me traversa l'estomac. « Priorité absolue au bouclier et au moteur, » gronda Kael. « Nous détournons toute l'énergie restante. Nous sauvons le vaisseau. » Ces embryons sont le vaisseau, Kael. Les mots de Lynn étaient tranchants. Sans eux, cette coque n'est qu'un cercueil de plus. Le regard de Kael se durcit. Je voyais le calcul derrière ses yeux, le froid pragmatisme né de la perte. Sacrifier les futurs pour sauver les présents. Une équation simple. Je fixais l'écran principal, maintenant parcouru de schémas de dégâts en rouge vif. Le manuel. Je devais consulter le manuel. Mais je ne voyais que la lueur rouge sur l'écran, la lumière que j'avais vue trop tard, comme avec Jax. Suivre le protocole, ignorer l'instinct, l'histoire qui se répétait. « Commandante » Kael insistait. Je secouais la tête, un mouvement bref. « Stabilisez ce que vous pouvez, ne détournez aucune énergie des caissons, pas encore. » Il ouvrit la bouche pour protester. Alors qu'il me tendait un rapport, Elara lut la phrase qui glaça le sang dans ses veines, signatures énergétiques multiples en convergence. Ce ne sont pas des débris, ce sont des vaisseaux qui se déploient. 3 éclats de colère émergèrent de l'ombre.
leur silhouette de corvette épaissant le vide avec une grâce mortelle. Les faucons de sol étaient venus cueillir leur proie. La phrase sur l'écran de Kael s'incrusta dans ma rétine. Signatures énergétiques multiples en convergence. Ce ne sont pas des débris, ce sont des vaisseaux qui se déploient. Le froid me saisit à la nuque, un froid familier, celui du rapport d'incident que j'avais signé pour Jax. Scan actif maintenant. Aboyai-je, la voix trop haute, trop nette, le protocole de rencontre non identifié. Article 4. Kael n'attendit pas l'ordre, ses doigts, larges et cicatrisés, volaient déjà sur son panneau. Trop tard pour la courtoisie, commandante. Il verrouille. Les corvettes, anguleuses et rapides, fondirent, pas d'hésitation, pas de demande d'identification. Une gerbe de projectiles kinésiques traversa l'espace silencieuse et létale. L'Odyssée trembla sous le premier impact. L'alarme de pression hurla dans le couloir latéral. « Bouclier avant à 60%, cria un officier. « 60 !» Le chiffre tourna dans ma tête. Insuffisant selon le manuel de défense, section 8, transfert d'énergie des boucliers latéraux vers l'avant. Priorité au maintien de l'intégrité structurelle de la coque. « Et s'ils encerclent ?» gronda Kael sans me regarder. Son regard était lié au vecteur d'attaque qui convergeait. Suivez la procédure. Le deuxième impact frappa plus bas. La secousse fut différente, plus sourde, plus profonde. Une vibration malsaine parcourut le pont, comme un gémissement de la coque. Un écran secondaire passa au rouge, salle de maintenance Delta, brèche contenue. « Ils visent les propulseurs, dit Kael. Il se tourna enfin vers moi, son visage un bloc de pierre. Ils ne veulent pas nous détruire, ils veulent nous immobiliser. La logique du prédateur, éviscéré, puis dépecé. Mon estomac se serra. J'aperçus du coin de l'œil une silhouette floue près du poste de navigation. Juste une ombre portée par les lumières clignotantes. Jax détournait le regard. « Contre-mesures électroniques », ordonnai-je, la gorge sèche. Brouillage de leur système de ciblage. Kael émit un grognement qui valait une insubordination. Ses mains pianotèrent une séquence agressive, hors des arbres de décision standard. Sur l'écran principal, un nuage de leurres et de paillettes métalliques se dispersa autour de nous, un voile improvisé. Pour un instant, les tirs cessèrent. Alors que Kael ordonnait des contre-mesures, une voix féminine, froide et précise, fendit le canal de communication générale. Odyssée. « Je suis Anya Silas, Faucon Gris. Votre arche est un mensonge. Permettez-nous de vous en libérer. » Dans la pénombre bleutée de la salle des caissons, les milliers d'embryons flottaient, indifférents au chaos. Et Lara sentit la présence de Jax se matérialiser près du terminal central. Je ne le regardais pas. Je fixais les rangées infinies de capsules, chaque lumière pulsante un cœur en suspension. L'air sentait l'ozone et le gel stérile. Une alerte sourde vibrait dans la structure. « Commandante !» Le docteur Link Corvus émergea de l'ombre entre deux consoles, ses mains fines posées sur un écran diagnostic. Ses lunettes captaient la lueur bleue, masquant son regard. Les systèmes de préservation tiennent, pour l'instant. Mais les secousses, sa voix se brisa. Ce n'était pas de la peur. C'était de la colère pure, retenue. Jax s'était rapproché. Il observait Lynn, puis son regard se porta sur moi. Un reproche silencieux. Il pointa du menton vers le terminal principal. « Les données, Lynn, parlez clairement !» Elle tapota son écran. Un schéma holographique du vaisseau jaillit, traversé de veines rouges criardes. L'attaque a ciblé les générateurs de champs inertiels secondaires, ceux qui stabilisent des sections non vitales, comme celle-ci. Son doigt tremblant désigna notre salle. Ils n'ont pas visé le pont, ils n'ont pas visé les moteurs, ils ont visé le berceau. Le froid me gagna, plus glacial que l'air climatisé. Pourquoi ? Pour nous forcer à sauter. Elle croisa mon regard. Ses yeux, derrière les verres, étaient des lacs de douleur ancienne. Un saut en hyperespace exige un champ inertiel parfaitement calibré sur tout le volume du vaisseau. Avec les générateurs endommagés ici, le stress torsionnel serait inégal. Jax secoua la tête. Il toucha la paroi transparente d'un caisson près de lui. Son doigt fantôme ne laissa aucune trace. Quelles sont les conséquences pour les caissons ? Ma voix était un fil tendu. Lynn inspira profondément. Ses mains cessèrent de trembler lorsqu'elle fit défiler les chiffres. Les caissons fonctionnent sur une balance biomécanique extrêmement précise. Vibrations, fluctuations gravitationnelles, variations de pression, tout doit rester dans des paramètres infimes. Un saut hyperespace dans ces conditions créerait des résonances destructrices à l'intérieur des capsules, une décompression simulée, une congélation explosive. Elle se tut. Le bourdonnement des machines devint assourdissant. En termes simples, docteur. Elle cligna des yeux, une lueur de défi dans son regard las. Vous tueriez chaque embryon, 100 000 futurs. Une stérilisation en une microseconde. Jax était à mes côtés maintenant. Il regardait les embryons, son visage jeune empreint d'une tristesse qui n'avait rien de fantomatique. Il me connaissait. Il savait ce que je pesais dans ma tête, le vaisseau, l'équipage, la fuite, la survie immédiate contre l'avenir. Le rapport du Dr Corvus clignota sur mon datapad, intégrité structurale des caissons à 88%. Un saut en hyperespace provoquerait une défaillance systémique complète. Je serrai le bord froid du terminal, mes certitudes s'effondrant une à une. Un saut. Maintenant, c'est notre seule chance.
Kael plaçait son poing sur le panneau de navigation. Son regard n'était plus une suggestion, mais un ultimatum. La pression de sa main sur l'interface blanchissait ses jointures. Autour de nous, le pont vibrait d'une alerte sourde, la lumière passant au rouge cramoisi. Les hologrammes du champ de débris se densifiaient, chaque point de collision potentiel clignotant comme une mouche dans une toile. Les données officielles sont erronées, Lara. Sa voix était un ras-le-bas, usé par l'effort de contenir sa colère. Ce nuage est 20 fois plus dense que les prévisions, ne me passeront pas. Jacques se tenait à ma droite, silencieux. Il fixait la main de Kael, puis leva les yeux vers moi. Pas de reproche, juste cette attente. La même que j'avais vue dans le hangar avant qu'il ne parte. Un saut hyperespace désintégrerait les caissons, dis-je. Les mots sortaient plats, mécaniques, 43% d'intégrité. Le rapport est clair. Kael émit un rire court, sans humour. Le rapport, toujours le rapport. Et le rapport sur ce champ de merde, tu l'as lu? Il dit que nous pouvons le traverser, regarde-le. Il désigna d'un geste brusque l'écran principal, où les modèles de trajectoire se chevauchaient en un fouillis de lignes rouges. Ils ont falsifié les cartes, c'est un piège, et nous sommes dedans. Sa logique était un marteau. Elle frappait contre le mur de protocole que je m'étais bâti, fissurant l'enduit. Je sentais la bonne décision, la seule décision, glissée entre mes doigts. Sauver l'équipage, sauver le vaisseau, c'était la règle première, mais sauver l'équipage signifiait tuer l'avenir. L'ordre de préservation des envoyants est prioritaire, récita ma propre voix, un automate en uniforme. L'ordre de ne pas se faire déchiqueter par un champ de ferraille aussi, tonna Kael. Il se pencha, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais voir la fine cicatrice en croissant sur sa tempe, la sueur à la racine de ses cheveux ras. Je ne te demande pas la permission, Ella, je t'informe, je vais ordonner le saut. Mutinerie. Le mot résonna dans le silence soudain de ma tête. Avant que je ne puisse répondre, le système concrépita. Une voix féminine, lisse et ironique, traversa les interférences. Vous avez suivi nos balises de détresse modifiées droit dans nos glyphes, commandante. Le protocole est un outil si facile à forger. Anya Silas. Le faucon gris. Sur les écrans tactiques, 5 signatures énergétiques émergèrent du nuage de débris, se verrouillant sur notre coque. Des corvettes, leurs silhouettes anguleuses avalant la lumière des étoiles. Adieu. Les corvettes des faucons verrouillèrent leur batterie principale. Leurs canons s'alignèrent dans un sinistre balai, pointillés d'énergie bleuâtre dans le vide noir. Les canons s'activèrent. Une lumière bleuâtre froide déchira le noir, muette dans le vide mais hurlant dans mon crâne. L'Odyssée trembla sous le premier impact. Les boucliers prirent le choc, déversant un flot de données alarmantes sur mon écran privé. Jacques ne bougeait pas. Il regardait par le hublot de la niche, son reflet transparent superposé aux éclairs de plasma. Son visage était vide de toute expression, un miroir parfait de mon propre néant intérieur. Une autre salve frappa, plus près cette fois. Le grondement métallique traversa la coque. Je sentis le frisson dans la poignée froide du fauteuil de commande. Ils vont percer les boucliers sectoriels Alpha et Delta dans moins de 3 minutes, et Lara, la voix de Jax, calme, atone. La voix qu'il avait dans mon souvenir du dernier briefing, quand je lui avais ordonné de suivre le protocole d'approche standard. La voix d'avant. Les données officielles garantissaient un passage sûr, murmurai-je, les yeux rivés sur les schémas de défaillance qui proliféraient. Mes doigts pianotèrent sur les commandes, lançant une séquence défensive préprogrammée inutile. Le protocole. Toujours le protocole. Les données mentaient, dit Jax. Il tourna enfin la tête vers moi. Son regard n'était plus creux. Il était chargé d'une tristesse infinie, le poids de tout ce que je refusais de voir. Comme celle de ma mission. Tu le savais. Au fond, tu le savais. Un troisième impact. L'Odyssée tangua brutalement. Une alarme stridente hurla la brèche dans la soute secondaire. L'air sentit l'ozone brûler et le métal fondu. Je fermai les yeux une seconde, cherchant le vide, la procédure, la froideur. Je ne trouvais que son regard. La question m'échappa, petite, rauque, celle d'une enfant perdue. Il ne répondit pas. Il se contenta de poser une main fantomatique sur la vitre, à l'endroit exact où, sur l'écran tactique, clignotait la salle des caissons embryonnaires. Le sanctuaire, les 17 000 vies en suspension, le vrai trésor. Et c'est là que je la vis. L'horreur, la seule issue. Pas un choix entre deux mots. Un choix qui les engloutissait tous. Sacrifier l'Odyssée. Sacrifier l'Odyssée. Sacrifier ma propre âme déjà en lambeaux. Tout brûler, sauf l'essentiel. Un plan d'une brutalité si totale qu'il frisait le génie, un pari monstrueux joué contre les lois de la physique et la morale. Le visage d'Elara, éclairé par les alertes rouges, se figea. Dans le silence soudain de son esprit, une idée monstrueuse et parfaite germa. Et si le seul moyen de sauver l'avenir était de se sacrifier, corps et âme, je vais devenir le monstre. La voix d'Elara, plus calme que jamais, glaça l'air de la salle de conférence. Kael et Lynn la dévisageaient, incrédules. Le fantôme de Jax, adossé au mur derrière eux, observait. Je posai les deux mains à plat sur la table. La surface froide manquera. Leur cible, c'est les embryons. Ils veulent prouver que l'Odyssée est un cercueil de luxe, qu'il n'y a pas d'avenir à bord.
Alors nous allons leur donner ce qu'ils veulent. Une preuve. Kael croisa ses bras massifs. Parle clairement, Vance. Nous simulons une panne catastrophique du système de préservation. Nous larguons les caissons dans une capsule de sauvetage autonome, programmée pour se camoufler dans les débris de Proxima Vortex. Je vis le visage de Lynn se décomposer. Pendant ce temps, l'Odyssée continuera sa route, apparemment en détresse, attirant les faucons. Nous les emmenons dans le champ de débris et nous activons la réaction en chaîne des mines dormantes. Le silence qui suivit était aussi dense que le vide extérieur. « Tu veux sacrifier le vaisseau ?» La voix de Kael était métallique. « Je veux sacrifier l'illusion. Ils croiront avoir gagné, avoir exposé le mensonge. Ils se concentreront sur la carcasse de l'Odyssée. Ils ne chercheront pas une capsule fantôme perdue dans un cimetière spatial. » Lynn se leva, ses mains tremblantes, non pas de peur mais de fureur contenue. « Mes enfants. Vous parlez de jeter mes enfants comme des ordures dans l'obscurité. Je parle de les sauver. » L'éclat dans ma voix me surprit. Le système de la capsule peut les maintenir en stase pendant des décennies, assez longtemps pour qu'une autre arche, qu'un secours les retrouve. Ici, ils mourront avec nous. Kael fixait l'écran tactique, calculant. L'équipage, 123 armes en cryostase, 200 en service actif. Tu les condamnes. Je leur offre une chance de combat. Minime mais réelle, contre une certitude de capture ou de destruction. Je rencontrai son regard. C'est ça le commandement, reine, choisir qui vit et comment il meurt. Il soutint mon regard un long moment, puis hocha la tête, une seule fois, un assentiment de bourreau. Lynn ferma les yeux. Une larme coula le long de sa joue ridée, traçant un sillon parfait dans la poussière de fatigue. Quand elle les rouvrit, il brillait d'une détermination froide. « Je vais préparer la séquence de transfert. Il me faut l'accès prioritaire au noyau de contrôle biomécanique. » Je la lui donnai. Elle quitta la pièce sans un mot de plus, sa silhouette frêle disparaissant dans le couloir éclairé d'urgence. Kael se pencha vers moi, son haleine chaude contre mon oreille. « Si tu te trompes, Vance, je te tue moi-même avant qu'il ne le fasse. » Puis il partit lui aussi pour déclencher les protocoles de combat silencieux. Je restais seul dans la salle, le bourdonnement des systèmes mon seule compagnie. Alors, dans le reflet noir de la table polie, je le vis. Jax, il était là, à ma droite, et il hocha la tête, une lueur de triste approbation dans ses yeux de fantôme. Pour la première fois, je ne détournai pas le regard. Je soutins celui de mon frère mort, et dans ce silence partagé, je signai mon pacte avec le mensonge, dans la pénombre bleutée de la salle des caissons, et Lara effleura la paroi froide d'un module. « Pardonnez-moi », murmura-t-elle aux milliers d'âmes en suspension. Lynn Corvu était déjà à l'œuvre, ses mains tremblantes devenues d'une précision chirurgicale sur le panneau de contrôle principal. Les lumières passèrent du blanc clinique à un rouge sombre. Le transfert vers la capsule d'évacuation est engagé. 30% de charge. Je surveillais les écrans de la console auxiliaire. Un filtre de brouillage enveloppait notre secteur, une bulle de silence radio précaire. Le moindre pic d'énergie nous trahirait. 45%, annonça Lynn. Sa voix était un fil tendu. Les régulateurs du module 7 résistent, ils n'aiment pas être déracinés. Je me tournai vers elle. La sueur perla sur son front pâle. Contournez-les, purgez les conduits secondaires. Elle opéra sans discuter, ses doigts volant sur l'interface. Un chuintement d'air pressurisé s'échappa d'une conduite. 50-60, la séquence tient. Mes yeux revinrent au moniteur externe. Les 3 corvettes des faucons tournaient comme des charognards, leurs scans actifs balayant notre coque. Ils cherchaient une faille, une signature de vie massive en mouvement. 80%. La voix de Lynn se brisa. Elle fixait la baie vitrée, le spectacle des caissons se vidant un à un, leur lumière vitale s'éteignant ici pour se rallumer dans l'estomac obscur de la capsule de sauvetage. C'était son œuvre. Sa raison de vivre, qu'elle expulsait dans le vide. Ne regardez pas, docteur, agissez. Elle cligna des yeux, ravala quelque chose d'amer et d'aigu. 90, transfert final. L'alarme silencieuse clignota sur ma console. Un scan des faucons frôlait notre brouillage. Il s'accrochait, cherchant une prise. Lynn. 95, presque. Ses mains tremblèrent à nouveau, cette fois de fureur concentrée. 100, transfert complet, verrouillage biologique activé. La capsule est autonome. Expulsée. Elle pressa le séquenceur. Un grondement sourd traversa la structure de l'Odyssée. Sur l'écran, un point minuscule se détacha de notre flanc ventral, propulsé par des microfusées à froid. Il partit vers le bas, s'éloignant de notre plan orbital, se fondant dans le champ de débris de Proxima Vortex. Sa destination, une balise de secours oubliée, à 3 années-lumière, un pari sur l'avenir. Le grondement cessa. Le silence qui suivit était plus lourd. Lynn s'affaissa contre sa console, les épaules voûtées. Elle ne pleurait pas. Elle fixait l'endroit où la capsule avait disparu, ses yeux vifs derrière ses lunettes emplis d'un deuil terrible. « Ils sont partis, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je vérifiais les scanners. Aucune alerte des faucons. Le leur avait tenu. Oui, il ne reste plus que nous, et le mensonge.
Sur l'écran radar, le signal de la capsule disparut dans le bruit de fond spatial. L'Odyssée était désormais un cercueil de métal vide et Elara, sa gardienne maudite. Le bouton de transmission globale était froid sous son doigt. Elara prit une profonde inspiration et lorsqu'elle parla, sa voix était celle d'une étrangère, teintée d'une froideur psychopathique. « Agnasilas, faux console !» Les mots tombaient calibrés dans le silence du pont. « Vous vouliez la vérité de l'Odyssée ? La voici. » Je sentais le regard de Kael dans ma nuque, un poids physique. Jacques s'était adossé au panneau de navigation, immatériel. Il ne souriait plus, il observait. Les caissons embryonnaires ne sont pas un sanctuaire, c'est un stock, une réserve de tissus génétiques, de matériel organique compatible. La cryostase des colons adultes a échoué il y a 10 ans, un défaut systémique. Nous voyageons avec un cimetière, un muscle tressailli sur la mâchoire de Kael. Son poing se serra sur le bord de la console. Les embryons étaient la seule ressource fiable. Mais la durée du voyage excède leur fenêtre de préservation de 60%. Alors, nous les traitons. Nous les utilisons pour maintenir les systèmes de survie critiques. Une banque de cellules souches, une source de régénération pour l'équipage. Je marquai une pause, laissant l'horreur s'installer dans le vide intersidéral. Vous avez tenté de sauver ce qui était déjà condamné. Une sentimentalité inutile. Le fantôme de Jacques ferma les yeux. Un geste de douleur si familier. La capsule que vous venez de laisser partir contenait les derniers spécimens intacts. Je viens d'en ordonner la purge, par explosif chimique. Il ne reste plus que de la matière organique stérile. Votre croisade n'a plus d'objet ici là. L'Odyssée est ce que nous avons toujours été. Des survivants, des pragmatiques, des monstres. J'éteignis la transmission. Le silence qui suivit était différent. Épais, chargé de révolution. Kael ne me regardait plus. Il fixait les écrans tactiques, son visage un masque de pierre. Je voyais le reflet de mes propres traits dans la vitre noire du panneau de commande. Des traits ciselés, l'uniforme impeccable, un portrait de commandante, le visage que je venais de peindre pour l'ennemi. La voix d'Agnasila grésilla enfin sur les haut-parleurs, déformée par une fureur pure, viscérale, celle qu'on réserve aux profanateurs. « Vance, je vais te traîner dans les débris de ton propre mensonge. Tous ! Tous les systèmes sur nous, détruisez ce vaisseau, détruisez tout !» Sur les écrans, les 3 signatures des corvettes Faucon, qui s'étaient tenues en formation défensive, convergeaient soudain. Leurs boucliers se réalignaient pour l'assaut. Leur stratégie de harcèlement était morte. Il ne restait que la vengeance. Sur le pont, Kael détourna les yeux de sa commandante, son visage un masque de dégoût. Le premier impact de plasma frappa l'Odyssée comme un coup de massue faisant gémir la coque. Et Lara serra les commandes, ses yeux rivés sur les 3 éclairs agiles qui convergeaient vers elle. « Déviation 30 degrés bâbord !» aboya Kael sans me regarder, ses mains volant sur son panneau. « Ils ajustent le tir pour nos moteurs. » J'obéis, poussant les propulseurs latéraux. La masse du vaisseau Arche répondit avec une lenteur désespérante. Un second éclair nous frôla, ionisant l'écran devant moi. L'odeur de l'ozone brûlé mordit l'air recyclé. « On est un rocher, Vance, on ne peut pas danser avec des guêpes. » « On n'a pas dansé, je répondis, la voix trop calme dans le grondement des alertes. On a juste à être un appât crédible. Je tirai sur les commandes, engageant une descente brutale. La gravité artificielle octa. Derrière moi, un officier tomba. Je ne me retournai pas. Mes yeux étaient fixés sur la carte de navigation, sur le champ de débris de Proxima Vortex qui grossissait lentement, un nuage d'épaves métalliques et de radiation mortelle, le piège. Un tir nous percuta à l'arrière, les lumières vacillèrent, un caisson de données explosa dans un jet d'étincelles. Kael rugit, lançant une salve de leurre et de paillettes métalliques. L'espace se remplit de faux échos. Ils ne mordent plus au leurre, ils nous voient. Parfait. Je poussai les moteurs principaux à 110%, droit vers le nuage. Les alarmes hurlèrent. La température du cœur dépassait les seuils critiques. Sur l'écran de suivi, les 3 corvettes des Faucons, droguées par la haine, accélérèrent pour nous rattraper. Agnasilas ne voulait pas nous laisser mourir d'une mort lente dans les débris. Elle voulait nous voir se désintégrer sous ses canons. La coque de l'Odyssée gémit, se déchira sous un nouveau barrage de plasma. Une conduite principale céda quelque part, un hurlement métallique qui traversa le pont. L'air devint âcre, mêlé à la fumée des circuits cramés. Sur mon écran de commande fissuré, je vis les 3 corvettes des Faucons se précipiter droit vers moi, aveugles à tout sauf à la cible. Elles étaient dans le couloir maintenant. Le piège se refermait. Je souris, un rictus sans joie. Mes doigts, moites et tremblants, enserrèrent les commandes de propulsion pour la dernière manœuvre. Les mains d'Elara étaient calmes sur les commandes, malgré le grondement de la coque qui se disloquait. Elle avait tracé une ligne droite dans le chaos, un chemin de non-retour. Je poussais les propulseurs auxiliaires à leur limite de rupture. Un nouveau cri de torsion parcourut l'Odyssée, un son vivant d'agonie. L'écran principal affichait le champ de débris qui s'engouffrait vers nous, un mur de ferraille tourbillonnante. « Reine, statue des canons tribord !» Ma voix était un couteau dans le vacarme. « Mort !» Sa réponse nette. Il tapait des commandes à son poste, son visage massif éclairé par les alarmes rouges. « Ils se concentrent sur la salle des machines. Ils veulent nous paralyser. »
La voix d'Anya Silla éclata de nouveau sur la ligne, coupant les interférences. « Arrêtez cette folie, Vance. Vous vous jetez dans une tombe collective. L'Odyssée est un leurre. Les mondes promis, ils sont stériles. Les données ont été falsifiées. » Ces mots frappèrent, mais ne pénétrèrent pas, trop tard. Le mensonge, vrai ou faux, était désormais le socle sur lequel je bâtissais notre salut. Je l'avais épousé. « Vous voulez nous libérer, Silas ?» Je répondis, les yeux rivés sur la trajectoire. « Vous êtes les bienvenus pour essayer. » L'Odyssée trembla violemment sous un impact sourd, puis une série d'explosions enchaînées trop proches. La gravité artificielle octa. Des corps furent projetés, des cris étouffés. Je me cramponnais, sentant le harnais me lacérer les épaules. Sur l'écran de communication, le visage d'Anya Silas, jusqu'alors empreint de certitude, se figea dans une expression de compréhension horrifiée. Ses yeux balayèrent les données que son vaisseau devait lui transmettre, notre course suicidaire, l'abandon de toute manœuvre défensive, l'absorption calculée de leurs tirs pour les attirer plus près. « Vous », son souffle fut audible, « vous allez tous nous emporter avec vous. » C'était ça. La manœuvre du bélier. Pas une fuite, une étreinte. Je coupais la communication. Le silence qui suivit ne fut brisé que par les hurlements du vaisseau. Je tournai la tête. Kael me regardait, ses mains immobiles au-dessus de son panneau de contrôle. Il attendait l'ordre final. Son assentiment de bourreau était un rot dans la tempête. Dans l'angle de mon œil, une silhouette se tenait près du poste de navigation des airs. Jax. Il ne souriait pas. Il ne pleurait pas. Il hocha la tête, une fois. Témoin. Complice. Je baissai les yeux sur la commande manuelle, un vieux levier rouge sous une vitre brisée. Le système de surcharge du réacteur dorsal, le dernier leurre. Pour l'Odyssée, murmurai-je, mais les mots étaient vides. Ce n'était pas pour le vaisseau. Je brisai la vitre et saisis le levier. Le premier choc arracha les câbles du plafond dans un crépitement d'étincelles bleues. Le second fit basculer la gravité artificielle, transformant le pont en un piège tournoyant. Le levier céda sous ma main avec un claquement sec de métal fatigué. Aucune sirène ne hurla. Le vaisseau avait épuisé ses alarmes. Seule une lueur cramoisie, lente et épaisse comme du sang, inonda les consoles avant de s'éteindre. Le cœur de l'Odyssée venait de s'arrêter de battre. Impact latéral bâbord. Oji Kael cramponné à son fauteuil. Sa voix était un roc dans le chaos. Il mord à l'hameçon. Il nous serre de près. Le champ de débris défila sur l'écran principal, une mer d'éclats mortels. Les corvettes des faucons, 3 silhouettes agressives, restaient dans notre sillage, aveuglées par leur propre chasse. Anya Silas avait voulu un trophée, pas une épave. Elle l'aurait. « Maintenez le cap », dis-je. Ma propre voix était étrangement plate, lointaine. Pas une correction, pas un degré. L'Odyssée trembla, gémissant sous les impacts de fragments plus petits. Une console explosa près de Jax, non, près du poste de navigation vide. L'illusion se dissipa dans la fumée âcre. Il n'était plus là. Son approbation silencieuse m'avait quitté, emporté par le premier choc. J'étais seul. « Vance !» Kael fixait ses instruments, son visage de pierre fissuré par une lueur sauvage. Le fragment principal. Il est là. Je tournai la tête. Une coque de cuirassé ancien, déchiquetée, large comme une ville. Notre trajectoire nous y menait droit. Une beauté froide et géométrique dans cette fin. Pour les embryons, Kael. Il ne répondit pas. Il ferma les yeux une seconde, un rictus de douleur traversant ses traits. Puis il les rouvrit, et son regard était de fer. Pour les embryons. Le choc ne fut pas un bruit. Ce fut l'absence de tout bruit, aspiré par l'immensité de la déchirure. La coque de l'Odyssée se plia, puis se rompit dans un silence de cathédrale effondrée. La lumière s'éteignit, ranimée un instant par le jaune violent des explosions internes qui se propageaient le long de notre colonne vertébrale brisée. Puis vint la réaction en chaîne. Nos réserves de carburant de manœuvre, nos conduits de placement en rupture, tout devint shrapnel et feu. L'écran, avant de mourir, captura l'éclair aveuglant qui engloutit la première corvette, puis la seconde, traçant un arc de damnation vers la troisième. Le faucon gris n'eut pas le temps de crier. La pesanteur nous quitta. Je flottais, retenu par les sangles. Kael, à côté de moi, était une masse sombre et immobile dans les ténèbres clignotantes. L'air devint coupant, froid, fuyant par des blessures invisibles dans la coque. Dans un silence soudain et absolu, Elara vit la paroi avant du pont se fissurer, puis s'ouvrir sur le vide étoilé, avalant les lumières, les cris, et enfin, la pesanteur elle-même. Elle flottait dans un nuage de cristaux, de givre et de fragments métalliques, son sang formant de petites sphères écarlates qui dansaient devant ses yeux éblouis. Le froid du vide mordait ma peau là où l'uniforme était déchiré. Je tournais lentement, sans poids, sans ancrage. Les débris du pont décrivaient une valse silencieuse autour de moi, éclairée par la lueur agonisante des écrans brisés. Kael flottait plus loin, la tête penchée sur le côté, une bulle sombre figée devant ses lèvres entr'ouvertes. Il ne bougeait plus. Le silence était un animal vivant. Il pressait contre mes tympans, effaçait le souvenir du fracas.
Il ne restait que le battement sourd de mon propre sang dans mes oreilles, un métronome qui ralentissait. Puis il fut là. Assis en tailleur sur un panneau de commande tordu comme s'il attendait. Jacques, son sourire n'était plus celui, taquin, de mes souvenirs. C'était un sourire triste, empreint d'une compréhension infinie. Il portait toujours cette combinaison de vol usé au coude, la même tache de cambouis sur la joue. Je n'essayais pas de parler. L'air manquait, les mots étaient devenus inutiles. Je le regardais simplement, et dans son regard, je ne vis aucun reproche, seulement une présence, une acceptation. « Tu as tenu ta promesse ?» sembla-t-il dire sans un mot. « Tu les as sauvés. » La douleur dans ma poitrine était devenue une chose lointaine, une pression diffuse, mes pensées glissaient, s'accrochant aux détails. La sphère de sang devant moi se sépara en 2 gouttes parfaites. Un fil électrique dénudé lançait de minuscules étincelles bleues avant de s'éteindre pour de bon. Jacques hocha la tête lentement. Son image tremblota, comme une transmission sur une fréquence lointaine. Il désigna de son menton l'immensité noire derrière la brèche béante de la coque. Là, perdue dans le champ de débris de Proxima Vortex, une capsule de sauvetage aux couleurs ternies et aux balises muettes poursuivait sa course, invisible, intouchable, portant des milliers de futurs en sommeil. Le mensonge avait tenu. L'Odyssée, ce grand symbole, était mort, mais l'essentiel filait vers l'ombre, préservé. Un calme étrangement vailli, plus profond que le froid, plus vaste que le vide. La culpabilité qui m'avait rongé pendant des années se délaya. Elle n'avait plus sa place ici. Il n'y avait plus de protocole à suivre, plus de choix à faire. Il n'y avait que ce résultat. Et il était suffisant. Jacques se leva, ses pieds ne touchant rien. Il s'approcha, traversant les débris comme une fumée. Il tendit une main, non pour me toucher, mais en un geste d'adieu. Un vrai sourire cette fois, chargé de tristesse et de fierté, éclaira ses traits. Puis il se dissipa, non pas en s'effaçant, mais en se fondant dans la lumière pâle des étoiles qui filtraient à travers les déchirures de l'acier. Je fermai les yeux. Le dernier battement de mon cœur résonna dans le silence de ma chair. Il n'y eut plus de froid, plus de rotation lente, plus de passé. Seulement la paix. Et le silence devint complet. Parmi le lamballet des épaves calcinées et du métal froid, un seul point brillait d'une lumière régulière et tenace, le signal de balise de la capsule de sauvetage, clignotant comme un cœur dans le noir. Je n'étais plus là pour le voir, mais la capsule, elle, persistait, elle dérivait, un œuf d'acier poli et de polymère furtif perdu dans le cimetière de Proxima Vortex. Sa coque était striée de micro-fissures, souvenir des chocs thermiques et des débris, mais ses systèmes internes chantaient une litanie silencieuse de stabilité, température nominale, pression nominale, charge des batteries à neusandeuse, les milliers de caissons embryonnaires, alignés dans son ventre sombre, baignés dans une lueur bleutée et immuable. Le dernier souffle de l'Odyssée était emprisonné là, en attente. L'Odyssée elle-même n'était plus qu'une constellation de fragments. La proue, où j'avais pris ma dernière décision, s'était désintégrée sous le feu concentré des faucons. Kael avait tenu sa promesse jusqu'au bout. Les rapports du dernier instant, capturés par les boîtes noires éjectées, parlaient d'une brèche dans le réacteur principal, d'une réaction en chaîne volontaire. Il avait donné l'ordre d'évacuation, un ordre qu'il savait impossible à suivre à temps. Puis, il avait verrouillé les commandes du pont et attendu. Son dernier signal fut un code de confirmation, adressé à une capsule qui ne pouvait pas répondre. Mission accomplie. Il n'y eut pas de souffle, pas d'explosion spectaculaire. Juste une lumière trop blanche qui dévora les contours du vaisseau, suivie d'un silence radio absolu. La loyauté conditionnelle avait trouvé son terme. Les faucons de Sonne ne survécurent pas à leur victoire. La manœuvre suicidaire de l'Odyssée les avait entraînés trop près du champ de gravité instable, généré par la rupture du cœur. Le faucon gris d'Agnasilas fut le premier à se disloquer, sa coque craquant comme un œuf sous des doigts invisibles. Ses dernières transmissions furent brouillées de cris et de grésillements statiques. Puis ce fut le silence pour eux aussi. Son idéologie, son désir de libération par la vérité, s'éteignirent avec elle, engloutis par le même vide qu'elle prétendait révéler. Le mensonge qu'elle voulait exposer et le vaisseau mensonge qu'elle voulait détruire étaient désormais confondus dans la même poussière. Le docteur Lynn Corvus n'avait pas quitté la salle des caissons. Elle avait supervisé le transfert jusqu'au dernier embryon, ses doigts tremblants de fureur canalisés en gestes d'une précision chirurgicale. Quand la capsule s'était éjectée, emportant l'œuvre de sa vie, elle était restée. Les caméras de sécurité, alimentées par une batterie de secours, l'avaient montré s'asseyant au poste de contrôle central, passant une main sur l'écran noir des moniteurs. Elle avait fermé les yeux, un sourire épuisé sur ses lèvres fines. Puis les caméras avaient coupé. Son sacrifice n'était pas un acte de désespoir, mais le paiement d'une dette. Elle avait donné aux embryons une chance qu'elle s'était refusée. Et moi, mon corps, ce qui en restait, tournait lentement avec un morceau de la passerelle, prisonnier d'un harnais défoncé. Le vide avait fait son travail, rapide et impersonnel.
Il n'y avait plus de commandant Telaravance, plus de fantômes à hanter, seulement un débris parmi d'autres, vêtu d'un uniforme carbonisé. Mais la capsule dérivait. Ces systèmes autonomes conçus par Lynn étaient d'une simplicité robuste. Ils évitaient les gros débris, corrigeaient doucement la trajectoire pour rester dans la zone la plus calme du vortex. La balise émettait son signal, non pas un cri de détresse, mais une affirmation. Je suis ici. Nous sommes ici. Il serait capté, un jour. Dans un mois, un an, un siècle. Par qui? Cela n'avait plus d'importance. L'important était la persistance du signal, la continuité qu'il représentait. Les semaines passèrent, mesurées par l'horloge atomique scellée au centre de la capsule. Les débris continuèrent leur danse funèbre, s'éloignant, se percutant parfois dans un choc sourd et lointain. La nébuleuse de Proxima Vortex devint un lieu différent. Plus seulement un tombeau ou un piège, un sanctuaire involontaire. Un berceau caché au cœur d'un cercueil géant. Dans le silence absolu, troublé seulement par le tic-tac des machines et le faible bourdonnement des systèmes de support, les embryons dormaient. Ils ne rêvaient pas de la Terre, ni de l'Odyssée, ni du sacrifice qui les avait sauvés. Ils ne portaient ni le poids du mensonge, ni le fardeau de la vérité. Ils étaient vierges de tout, sauf du potentiel. Chaque paire de chromosomes, chaque séquence d'ADN était une promesse non écrite, un avenir libéré du passé qu'il avait engendré. Des milliers de vies en sommeil, bercées par le silence des étoiles, portaient désormais en elles tout l'avenir d'une espèce. Et dans la nébuleuse de débris qui était à la fois un tombeau et un berceau, la dernière commandante de l'Odyssée avait enfin trouvé sa paix, ayant échangé un vaisseau contre un monde.